Consultant, et je voulais revenir peut-être l'année passée quand l'équipe du comité d'organisation a décidé de choisir le sujet des investissements durables pour cette conférence. Il nous a rapidement apparu comme indispensable d'inviter Angela de Wolf. En effet, Angela est aujourd'hui une figure incontournable en Suisse de tout ce qui touche les investissements durables et responsable. C'est une passionnée et une pionnière du sujet puisqu'elle y est active depuis plus de 18 ans. Et puis je veux peut-être juste relever qu'en 2007, elle a créé le cabinet complètement indépendant Concert Invest, qui est entièrement dédié à la finance durable et aux investissements responsables. Donc je remercie déjà Angela d'avoir accepté notre invitation. Et d'autant plus qu'elle a la tâche difficile de terminer cette journée déjà bien chargée. Donc elle va faire une présentation, faire un bilan et un point sur les perspectives à considérer dans le domaine des investissements responsables. Et ensuite, je reviendrai pour faire un bref interview avec elle. Parfait. Vous m'entendez ? Extra. C'est vrai que voilà, j'ai écouté le débat, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Je me réjouis aussi de rebondir sur certaines choses qui ont été dites. Ce qui m'a été demandé de faire, donc après cette journée qui vous a été dédiée entièrement à la notion de la finance durable, c'est de faire un peu le bilan. Donc on aurait pu faire ça au début, voir les quelques chiffres. Donc je vais peut-être reprendre des choses qui ont été dites pendant la journée. Et puis surtout aussi les perspectives. Finalement, qu'est-ce qui va vous interpeller, vous, en tant qu'institutionnel et caisse de pension, demain? Qu'est-ce qui est... Alors, il y a eu des opinions. Je pense qu'effectivement, engagé dans ce domaine depuis longtemps, en tout cas, donner quelques éléments de ce que l'on voit paraître aujourd'hui dans la société et qui, d'une manière ou d'une autre, va influencer vos institutions. En termes de bilan, c'est toujours des chiffres. C'est vrai qu'on en parle. Alors, on va dire que tous les asset managers aujourd'hui font de l'ESG. Donc, effectivement, on voit ces chiffres. Ils sont assez mastodontiques. 23 000 milliards. Donc, on parle l'impression que le secteur de la finance durable, et on l'a vu, il couvre des thèmes multiples, des approches très diverses. Cela dit, il représente maintenant d'une partie niche. On est dans une tendance de mainstream. Et là, je crois qu'on est tous d'accord. C'est une croissance annuelle importante, on est à plus de 25%, et surtout, c'est vrai qu'en Europe, aujourd'hui, on n'a plus un seul appel d'offres qui ne fait pas référence aux questions de l'ESG, de la question climatique. Enfin, il y a toute une réflexion, je dirais, de la place financière européenne sur la question de la durabilité. Donc, on est sur un marché qui devient mainstream. Ça, c'est un bilan. Ça, c'est pour l'Europe et je dirais le monde. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, la Suisse, on a été pionniers. Enfin, on a plusieurs acteurs ici qui ont démarré dans les années 2000. Donc, la Suisse a été un des premiers à intégrer. On a même des caisses de pension qui étaient les premières dans la matière. Ensuite, il y a une sorte de ralentissement. Probablement que le facteur non réglementaire a laissé finalement cette logique de finance durable qui cherche de la performance, qui cherche à trouver les bonnes solutions. Mais on voit une accélération. 2015, il faut le constater. Aussi, les chiffres ont pris en considération non seulement les solutions disponibles dans le marché, mais également les masses sous gestion que l'on retrouve auprès des asset owners, donc des institutionnels. Et on voit que là, il y a effectivement une progression. Alors, la dimension de cette progression et le niveau d'intégration de l'ESG, évidemment, tout ça demanderait d'aller regarder plus en détail. On va voir qu'il y a différentes approches. Ça va de l'exclusion plus ou moins large aux approches plus ou moins best-in-class, intégration, voire des nouvelles thématiques. Mais néanmoins, les considérations extra-financières deviennent partie prenante d'une large part. Et on est à 400 milliards en Suisse. On sait que les prochains chiffres vont être aussi assez spectaculaires. Le mouvement, on en a parlé. Je crois que Mireille Zaghi l'a aussi indiqué. Effectivement, l'ASIR. Peut-être une réaction aussi au fait de la BNS. On voit qu'on investit passivement, qu'effectivement, beaucoup disent que ce n'est pas notre devoir de changer le monde, donc la finance, ce n'est pas son rôle. Toujours est-il que la société estime que chacun doit faire son effort et je pense que la finance a un rôle certain et important à jouer là-dedans. Et par conséquent, le fait d'être investi et que c'est, disons, sans discrimination peut être une problématique. Et donc l'ASIR s'est associé, c'est surtout les caisses de pension publiques. On parle de montants importants. Je reste convaincue aussi que l'approche est plutôt minimale aujourd'hui. Il y a des listes d'exclusion qui ont le mérite de définir quelles sont les normes signées par la Suisse et qu'est-ce qui est conforme aux valeurs définies par la Suisse. Et dans ce sens-là, donc, il y a des listes qui sont mises à disposition. Mais on va un peu plus loin. Sur l'ESG, on est encore au balbutiement.
Et puis, sinon, il y a toute la dimension, évidemment, d'engagement qui se met progressivement en place. Mais là aussi, je pense qu'il y a une progression. C'est quand même un élément phare, et ça a changé probablement dans la culture suisse de l'institutionnel, cette dynamique. Un autre élément important, et je crois qu'on en a peut-être peu parlé, mais c'est la question climatique. Elle n'est pas uniquement d'un point de vue politique. Je pense qu'aujourd'hui, elle est très reprise par la plupart aussi, on le voit dans la population générale, mais c'est clair que cette interpellation, suite à l'agenda 21, suite à l'accord de Paris, eh bien, c'est de dire finalement l'investisseur qui se dit non responsable, et ce n'est pas son devoir fiduciaire, reste que oui, il investit et il finance. Et indirectement, l'action d'investir, de financer, de prêter de l'argent ou d'acheter des actions, c'est une manière de soutenir une certaine forme d'économie. Et donc cette interpellation a mené à dire finalement où est-ce que vous en êtes en tant qu'institutionnel ? Quelle est la part dans vos portefeuilles? À défaut de décider d'exclure ou pas d'exclure, d'engager le dialogue ou d'investir dans les énergies vertes, fondamentalement, d'abord, combien de votre portefeuille est exposé à cette thématique? Et je crois que c'est vraiment ce qui interpelle aujourd'hui, c'est mesurer votre impact, sachez au moins où vous en êtes. Donc on voit bien aussi que par rapport à ça, eh bien, la société civile va interpeller. Elle regarde aujourd'hui, elle scrute. Avant, c'était que la performance risque-rendement. Aujourd'hui, on va regarder les caisses de pension également sur cette politique. Et on voit qu'il y a des rankings, qu'on va positionner les meilleurs. Aujourd'hui, c'est par rapport aux déclarations. Je pense qu'un demain, on va véritablement vérifier dans les portefeuilles si ces déclarations sont mises en place. Donc là, bon, j'ai repris le VVF, je crois que vous en avez parlé également. On a une liste de caisses. Demain, ces listes vont grandir, elles vont intéresser, interpeller. Et s'il y a une liberté également de choix de caisse, eh bien, probablement que certains assurés pourraient solliciter la caisse de pension sur ces aspects. Donc on voit bien que la notion de transparence est aussi un facteur qui est à prendre en considération. Un autre point, c'est vrai que la Suisse n'est pas friande de réglementaire, on le sait. Cela étant dit, autour de nous, l'Europe le devient. Ça devient une exigence, ça devient une obligation. Pour la plupart des institutionnels, ils doivent mesurer, connaître et reporter sur les questions de l'ESG, sur leurs impacts multiples. Donc on le sent tout autour de la Suisse. La Suisse, on le sait, elle fonctionne un peu plus au ralenti, mais généralement, elle suit quand même ces grandes tendances. Et on le voit que le Conseil fédéral envisage la considération dans le devoir fiduciaire, la prise en considération des facteurs ESG. Donc la question réglementaire, je pense qu'elle n'est pas immédiate pour notre pays. Il se peut que beaucoup d'institutions veulent néanmoins anticiper et ne pas se retrouver piégées sur des initiatives qui ne seraient pas conformes finalement aux vrais besoins de la caisse de pension. D'où les réflexions, je pense, de la séance de ce jour. Alors la performance, c'est vrai que c'est une grande question, et puis je crois que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. On l'a vu, la finance durable a des multiples approches. Elle peut aller du passif, elle peut aller à la gestion active. Je dirais, elle peut également passer sur l'aspect de l'exclusion ou alors simplement d'une forme d'engagement. Donc on voit qu'elle est multiforme, et donc on ne peut pas arriver avec une conclusion absolue de dire si vous faites du durable, vous allez surperformer ou être en ligne, et si vous n'en faites pas, vous allez sous-performer. La question qui se passe, c'est que l'EFAMA l'a comparé. Lorsqu'on parle de gestion active, aujourd'hui, le fait d'intégrer des facteurs ESG, ça ne prétérite pas. Et au contraire. Donc à performance, je dirais dans l'univers de la gestion active, la performance durable se retrouve dans les mêmes niveaux de ranking. Et donc, à qualité égale, pourquoi pas privilégier une solution durable. Ensuite, il y a eu plusieurs études, effectivement, qui vont reprendre ces questions et qui vont démontrer que statistiquement, on ne peut pas vraiment arriver à des conclusions. Ce qui est fondamental, on vient de faire pour le prix du meilleur fonds durable qui sera publié dans un mois, le screening de 50 fonds durables et qui sont disponibles en Suisse. Et on voit bien qu'au niveau de la performance, la qualité, on a validé le processus et les sous-jacents, mais c'est vrai qu'au niveau de la performance, on va trouver des choses tout à fait excellentes et d'autres plutôt dans la moyenne, voire moyenne inférieure. Donc on est véritablement dans la même dynamique que tout ce que présente le secteur financier de manière générale. Et enfin, je crois que ça a été aussi discuté par les trois panélistes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'institutionnel,
eh bien, soit vous êtes motivé à aller dans cette direction, enfin, je vois plusieurs actions et plusieurs caisses dans le public qui aujourd'hui prennent ces initiatives, et puis d'autres qui effectivement sont plus réticents à cette dynamique. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les motivations, c'est quand même, mine de rien, à travers l'investissement, avoir un impact positif et une influence. Donc, exprimer la volonté de financer une économie plus durable. C'est quand même un des moteurs clés, et je me réjouis de le voir. Et d'autre part, si je prends la numéro 1, je pense que c'est la notion plutôt de gestion du risque. La performance, pour moi, elle reste neutre. Pour certains, on n'attend pas une surperformance, mais certainement, en tout cas, une meilleure gestion du risque, de savoir dans quoi on investit et savoir si la qualité des entreprises dans lesquelles on investit vont être pérennes et vont être économiquement fiables et sauront répondre aux enjeux. Donc, il y a ces éléments. Puis la pression externe, évidemment, n'est pas à négliger. Pour ce qui est de la réticence, oui, vous avez raison, la priorité, le temps, la disponibilité, le fait qu'aujourd'hui, en tant qu'institutionnel, il y a beaucoup d'éléments, de points à adresser pour une caisse de pension et qu'en fonction du nombre de séances, c'est difficile de le mettre en priorité numéro 1. Cela étant dit, on constate véritablement un changement aujourd'hui et la sensibilité au sein des conseils, pour moi en tout cas et pour mes collègues qui les voyons, elle est en train d'évoluer et c'est assez significatif. Par contre, la question des coûts, là aussi, est-ce que c'est la performance ou les coûts? Ça reste un élément qui peut être un frein. Alors, comme je dois aller sur l'avenir, finalement, ça c'est le bilan. On arrive, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a quand même une volonté, on sent que les questions interpellent et qu'on n'est plus dans le fait, c'est un effet de mode, c'est marginal. On sent qu'il y a quand même des questions à prendre et des positionnements à avoir. Maintenant, l'avenir, comment est-ce qu'on le voit? Alors, je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pression, elle va rester. Et je pense qu'elle va même s'accentuer, que ce soit par les nouvelles générations, je ne peux pas dire la rapidité, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas s'interrompre. On est sur des thèmes clés, et je pense qu'aujourd'hui, tout en chacun, que l'on soit consommateur, que l'on soit un citoyen, que l'on soit un investisseur, il y a une responsabilité assumée par rapport aux défis qui sont ceux planétaires. Et le fait de dire « ce n'est pas ma responsabilité », je pense que ce ne sera plus possible. Donc on le verra, la presse continuera et probablement aussi la pression des jeunes sur ces questions-là. Ce qui peut également changer et ce que l'on perçoit, c'est qu'on peut avoir une politique de développement durable qui peut être en fait une obligation de moyens, de dire on fait au mieux, on fait de la durabilité, on a une politique et ainsi de suite. Ce que les gens vont attendre et ce que l'on voit aujourd'hui avec les problématiques qui sont les problématiques planétaires et les enjeux et les objectifs du développement durable, c'est qu'il faudra aussi démontrer qu'il y a une obligation de résultat. Et quelque part, dans cette masse d'argent qui est gérée, qu'est-ce qu'on arrive à aider comme solution ou apporter comme solution par rapport aux enjeux du développement durable? Alors, chaque institution doit définir quelles sont ses valeurs, doit définir ce qu'elle souhaite faire, dans quoi elle souhaite engager son argent, mais on va l'attendre quand même sur un certain nombre de résultats. Sur la question climatique, personne n'oblige d'exclure le charbon. Maintenant, c'est une des manières d'exprimer et de prendre aussi, de limiter un certain nombre de risques. Donc, sur la question du changement climatique, il y a peut-être des moyens et il faudra démontrer quels sont les résultats effectifs et comment la Caisse se positionne par rapport à ces enjeux. Donc, on voit un changement entre peut-être une philosophie et demain une volonté des assurés et du public de savoir concrètement qu'est-ce que vous faites au sein de la Caisse et quels sont les résultats mesurables que vous pouvez démontrer. Peut-être aussi positif, et pas que l'exclusion, on a très très peu parlé, mais c'est toute la dynamique d'investir positivement, de tendre vers des nouveaux thèmes qui soient porteurs, qui soient des nouvelles économies, qui soient de l'infrastructure, qui peuvent être effectivement l'immobilier durable. Donc on voit bien qu'il y a toute une dimension positive qui peut faire partie de la philosophie durable et pas uniquement l'exclusion. Et une autre chose qui, à mon avis, deviendra une évidence, c'est qu'aujourd'hui, la transparence, elle s'impose partout. Le consommateur, il a le choix. Pourquoi est-ce qu'il change et pourquoi il fait pression? C'est parce qu'il a l'information. Il sait aujourd'hui d'où vient son produit, d'où vient sa pomme, si elle est biologique, si elle est produite localement. Et je crois que demain, la finance et les investisseurs vont devoir également communiquer dans quoi est-ce qu'ils sont investis, savoir quelles sont les sociétés qui composent le portefeuille et finalement mesurer, avant même d'agir, quelle est mon empreinte carbone aujourd'hui,
Combien je suis exposé aux énergies fossiles? Quel est le pourcentage du portefeuille? Quelle est la qualité ESG des sociétés qui composent mon portefeuille? Est-ce qu'il y a des sociétés controversées? Est-ce que je suis exposé au tabac, à l'armement, aux cluster bombs? Voilà, cette transparence est un élément qui va structurellement aussi changer et va être abordé. Et les caisses de pension et le secteur de la finance plutôt réservé et secret va être pris sous cet angle de la transparence. Donc ça, ce sera les éléments de mon conclusion et de mon message entre le bilan et le final. Mais je crois que ça, c'est un thème, c'est qu'on a vu évoluer le monde de la finance, on l'a vu se concentrer sur la notion de rendement, on l'a vu prendre ensuite le rendement risque, qui est fondamental, puisque c'est le ratio aujourd'hui utilisé. Et je pense que demain, alors quand demain, je ne sais pas, mais ça va venir vite, il y aura une notion d'optimiser la notion de rendement, risque et impact. Voilà, ça c'est ma conclusion. Merci beaucoup pour cette présentation et je vais profiter d'être le premier à poser des questions à Angela. Alors, déjà, j'ai l'impression les choses bougent significativement sur tout ce qui est ESG aussi dans l'industrie financière, mais pas beaucoup du côté des caisses de pension. En tout cas, il reste beaucoup à faire. Et puis, j'aime bien finalement votre dernier slide, surtout sur l'avenir, puisque on voit qu'il y a cette nouvelle dimension qui va arriver, et puis que vous avez choisi d'appeler impact. On aurait pu l'appeler ESG, durable, vous l'avez appelé impact, et je pense en effet que c'est certainement un très bon choix, parce que finalement, toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt si au final on n'est pas capable d'avoir un impact sur ces critères ESG. Et puis la première question que j'ai envie de vous poser, et puis c'était un peu aussi le débat avant avec les différents consultants, est-ce que vraiment vous pensez qu'on peut avoir un impact concret sur finalement le monde, sur tout ce qui concerne l'environnement, la partie sociale et gouvernance, en faisant des investissements ESG? Et si oui, mais je pense que c'est votre avis, quel type de stratégies ont le plus d'impact? On a parlé beaucoup des exclusions, vous avez parlé qu'il y a aussi il y a peut-être la partie, la philosophie positive, peut-être best in class qu'il faut considérer. Et on a parlé aussi beaucoup de l'engagement, de l'engagement. Laquelle de ces stratégies, selon vous, aurait finalement le plus d'impact et qu'une caisse de pension doit absolument considérer? Alors, moi, je reste convaincue qu'il n'y a pas une seule manière d'amener de l'impact. Et je pense qu'il peut y avoir des éléments d'investissement qui vont avoir des impacts directs. Donc, dans le choix, je ne sais pas, de thématiques, on va investir dans les technologies propres. Probablement que c'est une manière, disons, de calculer immédiatement une nouvelle technologie. Je reste convaincue que c'est la combinaison des différentes approches qui vont amener un changement. Et le changement, on ne peut pas savoir aujourd'hui lequel il sera. Je pense que l'engagement en fait partie, c'est-à-dire que quand on est investi dans beaucoup d'entreprises, le fait d'engager, c'est très bien. Maintenant, si l'engagement n'aboutit à rien, il y a un moment donné, il faut aussi sanctionner. Donc là, je pense que c'est une procédure, mais là, on voit bien que l'engagement, avec la force de tous les investisseurs, on amène des sociétés à changer. On a vu que quand même, quand le fonds norvégien a décidé de désinvestir de Walmart parce qu'il ne respectait pas les droits du travail minima, eh bien, ça a créé une crise politique et que quelque part, l'entreprise prend en considération. Elle avance, je dirais, par étapes, mais ça fait partie des facteurs importants. Ça veut dire que l'exclusion serait seulement en dernier recours, d'après vous? Alors, l'exclusion, ça après c'est personnel. Pour certains, c'est aussi de ne pas vouloir du tout être exposé. Et je pense que la question du carbone, vous en avez parlé tout à l'heure, de dire que ça n'a aucun impact, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a aujourd'hui certains gros assureurs qui ont décidé de ne plus financer, de ne plus assurer le secteur du charbon. Je pense que les investisseurs arrivent, ça va rendre extrêmement difficile pour ces entreprises l'accès au financement. Donc c'est quand même une manière, et c'est peut-être des petites gouttes multipliées qui feront changer les choses. L'engagement, l'investissement positif, l'exclusion et probablement aussi valoriser le best in class, les sociétés qui se transforment. Et c'est cette combinaison qui va donner un jardin meilleur. Ce n'est pas une seule approche qui dirait qu'il faut faire qu'une méthodologie. C'était un peu ce qui ressortait aussi des différentes présentations aujourd'hui et notamment de celle de la CPEG, vraiment l'approche multidimensionnelle. Mais si on revient peut-être, parce que par rapport au dialogue qu'il y a eu tout à l'heure et plus philosophiquement, est-ce que vous pensez que c'est au rôle
donc de la finance d'impacter l'économie réelle, à savoir en se désinvestissant des énergies fossiles, on aura peut-être, ces sociétés-là auront plus de peine à accéder au capital, donc il y aura peut-être moins de produits avec des énergies fossiles, et on va impacter finalement la société, où c'est plutôt les consommateurs qui au final auront un impact, où chacun a son rôle à jouer et on peut vraiment avoir un impact. Je pense que le politique va effectivement définir maintenant les normes de CO2 accessibles ou disponibles et ainsi de suite. Donc il y a une dimension politique et réglementaire. Le consommateur doit choisir oui ou non si quand il achète un produit, il va prendre localement parce qu'il souhaite éviter l'exposition CO2. Il y aura probablement des mesures. Mais l'investisseur, il a aussi son rôle, le citoyen. Mais l'investisseur, là, on est au cœur quand même de la finance, on parle les institutionnels, on parle de 1000 milliards, enfin des milliers de milliards qui sont sous gestion. C'est clair que la moindre influence et l'orientation de cet argent va faire nourrir ou pousser de nouvelles pousses entreprises, où elle va aussi influencer des entreprises à prendre des nouvelles mesures. C'est clair qu'une Nestlé, si elle change parce que le consommateur change. Mais elle va être également sensible au fait d'avoir des investisseurs qui soutiennent le titre et qui puissent leur prêter de l'argent d'un point de vue obligataire. Donc je crois que c'est une combinaison et c'est ce tissage qui fait du sens plus que... Donc le rôle de l'investisseur, en tout cas, il est là et ça a le mérite, je pense, de prendre vraiment sérieusement cette question en tant qu'investisseur, ne pas la négliger. Et peut-être alors ne pas attendre une régulation et d'anticiper peut-être déjà ce que la politique ou la régulation pourrait demander finalement. Oui, le risque, c'est qu'effectivement, à un moment donné, le régulateur dise il faut que les caisses de pension investissent durablement. Ça, je pense que ce serait le pire, parce que ça a été dit aussi précédemment, chaque institution a des valeurs, chaque institution a des priorités, chaque institution a un style de gestion. Elle a une gestion active-passive qui lui convient, qui lui correspond. Donc, en fonction de sa réalité, en fonction de ses priorités, qu'elle peut assumer et qu'elle peut communiquer, de dire nous aujourd'hui on estime que sortir de l'énergie fossile ça ne fait pas du tout partie de nos priorités parce qu'on estime que ça n'a pas. C'est un discours, c'est une position. Mais à partir de là, si on force à tous à adopter la même stratégie, je pense que c'est plus risqué que de laisser. Mais dans ce cas-là, il faut une proactivité, il faut une capacité de ces institutions à établir ces principes et à les mettre en œuvre. Donc oui, il faut. Donc ce que je retiens, c'est que dans tous les cas, il y a un effort à faire et donc il faut dans tous les cas dédier des ressources à ce travail-là. Oui, maintenant, c'est un peu ce que vous avez mentionné. Finalement, il faut peut-être pas attendre une régulation. Chacun a un peu ses propres convictions. Maintenant, certainement un des soucis des caisses de pension qui sont représentées ici, c'est aussi un peu ce manque de standards reconnus en matière ESG. Ce qu'on peut observer, c'est que parfois l'évaluation d'une entreprise peut être positive par tel fournisseur de rating et puis négative par rapport à un autre fournisseur. Et puis finalement, c'est difficile à savoir ce qu'on doit faire et comment on doit le faire à cause de cette hétérogénéité. On se rend compte que c'est très subjectif. Alors, est-ce que peut-être nous recommander quelque chose au fonds de pension? Comment on peut pallier à ce manque de standards? Et finalement, est-ce qu'il y aura un réel impact si chacun suit un standard différent finalement? Moi, ce qui me surprend, c'est que ces questions-là, en fait, on les a les mêmes quand on est analyste financier. Parce que quelque part, vous avez aujourd'hui un reporting financier qui est standardisé selon des normes. Le reporting ESG, ce sont des indicateurs, je dirais, qui peuvent être très systématiques. On a parlé de la gouvernance, on peut parler de l'environnement. On a maintenant des normes pour reporter quelle est l'utilisation d'eau, énergétique, combien de pourcents vient de l'énergie renouvelable, combien de pourcents vient des énergies fossiles. Donc, on a quand même des indicateurs ESG. Quel est le pourcentage de l'entreprise qui est certifiée ISO 14000, ISO 26000, enfin non, elle ne peut pas certifier ISO 26000, mais ISO 9000. Donc, on voit bien que les indicateurs, les entreprises vont être amenées à publier des indicateurs ESG qui seront comparables, mesurables et utilisables. Après, c'est l'interprétation. Et à nouveau, un analyste financier, vous avez beau avoir le même rapport financier d'une entreprise, vous allez avoir un analyste financier qui va vous dire qu'il faut acheter parce qu'elle est excellente, l'autre qui va vous dire que la stratégie n'est pas bonne et donc il faut vendre. Et dans l'ESG, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que certains vont mettre plus l'accent sur la qualité
capacité environnementale, d'autres vont être plus sensibles au social. Donc, soit on a la capacité à définir ce qui est effectivement correct, enfin nous correspond en tant qu'institution, soit également ce que dans le cadre en consultant nous et puis pour pouvoir rester dans une optique neutre, c'est de cumuler plusieurs opinions et en fait de créer une tendance de consensus d'opinion pour pouvoir avoir quelque chose de neutre. Mais là-dedans, certains vont préférer un style ou une méthodologie par rapport à une autre. Mais pour se repositionner, il faut bien connaître et définir avec quoi est-ce qu'on est au clair, sachant qu'on a les mêmes problématiques dans l'analyse financière et que quelque part l'ESG pour moi n'est pas bien différent. On parle d'extra-financier, mais mesurable. Il y a beaucoup de données très mesurables dans les indicateurs ESG. Et donc ça signifie qu'une caisse de pension doit avoir un peu la même approche que pour la gestion active, à savoir est-ce qu'on doit faire une analyse un peu due diligence pour décider quel type de rating ESG, quel type de score on veut utiliser, quel niveau on veut mettre. Est-ce qu'il y a une analyse fouillée qui doit se faire là derrière ou alors on peut aller par étapes. Je pense qu'on peut effectivement aller par étapes. Et puis, on a parlé tout à l'heure, il y a un besoin de formation. C'est vrai que ce sont des thèmes, il y a des questions morales, il y a des questions personnelles. Donc, le temps donné pour ça, il est quand même important. Il y a la possibilité, en tout cas, d'abord de s'éduquer, de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce que finalement, avec quel style d'investissement on est le plus à l'aise? Ensuite, l'ESG, est-ce que finalement on trouve des gens avec qui il y a une confiance ou est-ce qu'on va sur une forme de neutralité? Donc à chacun de se rendre compte un peu de qu'est-ce qu'il existe dans le marché et qu'est-ce qui est disponible et d'avancer aussi progressivement. Il n'y a pas une nécessité, je pense qu'il n'y a pas une nécessité dans toute cette objectif logique-là, ce n'est pas une nécessité de révolution. On va par étapes et on va par priorité et on regarde là où c'est fondamental, où est-ce qu'on est vraiment en désaccord avec certains résultats ou certaines positions du portefeuille, et puis là où finalement on est quand même plus ou moins à l'aise, on n'est pas obligé d'aller tout de suite à l'excellence. Donc c'est parfois cette peur de dire mais si on initie ce processus, ça va tout révolutionner. En fait, c'est des questions qu'on aborde et puis qui ont le mérite aussi au sein du conseil de fondation de traiter des choses sur l'avenir, parce que l'argent qui est là, ce n'est pas simplement une rentabilité tous les mois, c'est de l'argent qui va être l'économie de demain et qui va payer les retraités de demain. Donc on parle d'argent qui soutient une économie et qui doit être disponible pendant 50 ans avec une économie qui évolue. Donc si l'économie évolue, il faut aussi que les mesures pour investir évoluent. Oui, je comprends, puis ça fait certainement beaucoup de sens. Et peut-être pour finir, puisque une des choses qui a été abordée, c'est aussi le temps que les caisses de pension ont à consacrer à ce thème, sachant qu'il y a des petites caisses de pension qui ont beaucoup moins de ressources que peut-être les plus grosses caisses ou les grandes caisses publiques. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner 3 actions très concrètes et indispensables selon vous qu'une caisse de pension suisse doit aujourd'hui absolument mettre en œuvre dans le domaine de l'investissement durable pour être préparée un peu aux défis de demain ou à la régulation qui pourrait arriver? Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de suivre ce qui est la réglementation. Donc, on sait que l'exercice des droits de vote est déjà une obligation, donc je pense que tout le monde le met en place. La notion d'éducation paraît importante, de prendre le temps, que ce soit 2 heures, que ce soit peut-être une matinée, pour poser ces questions, pour avoir différents prestataires ou réflexions de comment est-ce qu'on aborde cette question-là. Ensuite, c'est effectivement de se dire, mais un état des lieux, où est-ce qu'on en est globalement dans notre caisse? Quel est notre style? Qu'est-ce qu'on a comme investissement? Est-ce qu'on a une partie déjà de private equity? Est-ce qu'on a de l'immobilier? Est-ce qu'on a envie d'aller? Donc, de savoir à peu près de quoi est constitué aujourd'hui le portefeuille. Et puis ensuite, c'est par priorité de se dire, discussion, établir probablement les priorités sur ces grands thèmes, ces grandes approches de la durabilité. Est-ce qu'on a plutôt envie d'aller vers des sociétés de qualité, mais rester exposé à des grands indices? Est-ce qu'on a envie de mettre un peu d'innovation? Est-ce qu'on a envie de sortir du carcan de simplement tout en passif et de se donner une marge de manœuvre pour plutôt de l'impact investing? Est-ce que dans les obligations, on va aller vers des obligations vertes? Donc c'est aussi de mieux connaître ce qui est disponible et réaliste et qu'est-ce qui est compatible. Donc c'est vraiment se former, savoir où on en est et puis établir, je dirais, progressivement un plan qui doit se mettre dans le temps. Voilà, ça fait partie de
forme d'inertie, mais il faut se laisser aussi le temps et ne pas espérer d'avoir immédiatement l'excellence. Donc il faut progresser lentement, mais sûrement. Donc je pense que c'est une bonne chose à retenir. Et puis je pense que ça va aider les représentants des caisses de pension ici. Je propose peut-être maintenant aussi de laisser la parole. Je ne veux pas monopoliser toute la discussion, donc je propose que vous puissiez aussi poser vos questions à Angela. Je reviens à votre graphique là, sur le rendement, le risque et l'impact. J'ai déjà dit ce matin, mais au final, est-ce que finalement, toutes ces questions de ESG, notamment en lien avec le changement climatique, est-ce que ce n'est pas simplement une question de gestion du risque et de gestion du risque à long terme? Fondamentalement, je pense que vous avez raison. Plus que la question d'éthique, c'est effectivement les risques qui vont toucher et impacter notre économie, que ce soit la migration, que ce soit le vieillissement, que ce soit le changement climatique. Ils vont avoir des impacts économiques et aussi sur la réalité, la digitalisation. Enfin, on voit bien que c'est une tendance de marché. Donc, d'anticiper, de se donner les éléments, enfin, les moyens de pouvoir le mesurer. À long terme, tout est... Peut-être que la morale est une question de risque aussi, oui. Mais après, c'est à chacun de voir s'il y a des dimensions éthiques qui interviennent ou si on est vraiment sur une question pragmatique et de mesure de risque. La grande difficulté, c'est cette logique de long terme. Qu'est-ce que l'on fait à court terme et comment est-ce qu'on mesure à long terme? Et finalement, est-ce que vous faites des choix trop tôt dans votre portefeuille qui vous prépare à une société de demain, disons, plus durable, mais vous êtes complètement à côté aujourd'hui par rapport à une économie qui reste une économie à l'ancienne. Et là, c'est vrai qu'il ne faut pas le prendre, enfin, il faut le faire avec prudence. Et dans ce sens-là, je pense que les prestataires d'avant l'indiquent, il faut suivre quand même les règles qui sont les règles prudentielles et la notion de gestion aussi financière. Merci Angela. Est-ce que dans l'évolution de la science de l'investissement durable, on va pouvoir à un moment donné, en tant qu'investisseur, avoir des informations sur l'impact qui serait mesuré, par exemple, pour toutes les stratégies similaires, peut-être pas pour le fonds individuel, mais l'impact sur l'environnement ou ce qu'on a choisi d'impacter? Est-ce qu'on aura un retour? C'est une très bonne question et c'est vraiment là où aujourd'hui s'oriente la finance durable et c'est assez difficile finalement. Est-ce qu'en choisissant, par exemple même la microfinance, si je choisis la microfinance, est-ce qu'on crée des emplois dans les pays émergents? En créant des emplois dans les pays émergents, on va éviter que des gens viennent migrer. Donc, il peut y avoir des impacts directs, mesurables, le nombre de femmes qui auraient utilisé, disons, la microfinance ou l'emploi créé. Ou alors, si on investit dans les technologies propres, on va dire, c'est tant de carbone économisé, ou c'est la réduction, on désinvestit de certaines sociétés, on peut dire, notre portefeuille n'est plus exposé. Donc, on tente de mesurer le plus concrètement possible, en sachant que dans ces mesures, l'impact direct est peut-être plus facilement qualifiable, mais il y a beaucoup d'impacts indirects qui sont plus difficiles à mesurer. Encore une question derrière. Oui. Oui, bonjour, Christophe Decor, CPEG. Je ne vais pas vous poser une question sur l'engagement que nous pratiquons auprès de la Banque cantonale, parce que vous le savez, vous êtes au courant. Moi, j'ai plutôt une question qui revient un peu sur le panel d'avant et les slides que vous avez présentés. On a parlé d'hypocrisie. Vous présentez que l'Union européenne demande aux caisses de pension de se désengager, alors qu'on sait que l'ensemble des pays européens sont producteurs d'énergie fossile, délivrent des licences pour les énergies fossiles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de double langage sur cette problématique-là? Je pense que le panel d'avant a aussi parlé de ce qu'on a appelé l'utilisateur final, la responsabilité du consommateur. Aujourd'hui, on met beaucoup de pression sur la finance durable et surtout les 1000 milliards de la Suisse. Mais qu'est-ce que les 1000 milliards de la Suisse sur aujourd'hui la mondialisation? Parce qu'on est dans un système mondialisé. Alors, en période de votation aujourd'hui, on nous dit à l'Europe, n'écoute pas la Suisse, on est trop petit par rapport à l'Europe, on ne peut rien faire, l'Europe est trop petit. Alors, pourquoi est-ce que nos 1000 milliards doivent être plus importants que ceux des autres? Ça, c'est ma question que je vous pose un petit peu par rapport à ça, par rapport à cette hypocrisie. Oui. Et puis, ma dernière question, c'est...
enfin, le complément que je veux juste amener, on a parlé un petit peu d'immobilier dans les petits salons. Nous, on a fait beaucoup d'efforts dans l'immobilier, mais on ne peut faire que 50% de l'effort, parce qu'il y a toujours le locataire ou l'utilisateur final qui, lui, est aussi le responsable. C'est juste. Alors, demander à la finance de faire beaucoup, c'est une chose. Moi, je pense que la politique doit en faire une. L'utilisateur doit aussi être actif. Et puis, mon dernier point qui m'échappe maintenant, parce que j'étais en train de penser à ça, excusez-moi. Oui. On est aujourd'hui aussi en train d'oublier que toutes ces activités qu'on demande à la finance, pour nous, les caisses de pension, on a des pressions effectivement sur le climat. Oui. Et quand vous regardez les personnes qui sont actives dans la défense du climat, c'est beaucoup des gens qui sont déjà en retraite et qui bénéficient déjà des prestations qu'ils ont besoin. Et donc, on fait action et pression pour les nouvelles générations pour qu'elles aient peut-être d'autres types de prestations que ceux qui les défendent, alors que c'est eux qui ont bien consommé comme notre climat d'aujourd'hui. Alors d'abord, sur la première question, sur l'hypocrisie, c'est vrai, vous avez raison, mais jetons la pierre les premiers. Est-ce que qui d'entre nous n'est pas contradictoire dans la manière d'aborder le climat? Donc c'est vrai qu'on demande de faire des initiatives, d'avancer sur un aspect, et sur d'autres, on ne l'est pas. Et moi, la première, enfin, je veux dire, quelque part, on essaye de faire au mieux dans la mesure de nos moyens. Et puis, si l'Europe demande de désinvestir, certes, elle pourrait le faire sur tous les plans. Elle va commencer étape par étape. Et je crois qu'individuellement, on est dans la même chose. On n'arrive pas à faire tout blanc et propre et ne plus prendre l'avion. On fait chacun, disons, au mieux. Mais c'est une première étape. Et je préfère effectivement faire des petits pas que de ne pas faire du tout en attendant la perfection. Donc ça, c'est une question personnelle. Et je pense que l'hypocrisie, on y est tous. Et finalement, sachant qu'on a cette partie-là d'ombre, eh ben, essayons au moins de faire au mieux. Le deuxième point, c'était la taille de la Suisse. Vous avez raison, aujourd'hui, peut-être que la Suisse seule, elle donne déjà l'exemple. Je pense qu'elle est reconnue au niveau mondial. On parle de la Suisse qui pourrait être la Silicon Valley du développement durable. Nous, on y croit. Enfin, je veux dire, ceux engagés dans la finance durable depuis longtemps. Donc, je pense qu'il y a la notion d'exemple, qui est exemplarité. Je pense que la Suisse, même petite, la donne. Et puis, par ailleurs, grâce aussi au fait qu'on regroupe aujourd'hui tous les investisseurs au niveau mondial, que ce soit suisse, qu'ils soient internationaux, on voit bien que le poids à ce moment-là devient plus important. Et puis à nouveau, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne doit rien faire, et que toute initiative, si on le fait, disons, de manière bien pensée et réaliste et pragmatique par rapport à la réalité de l'institution, je pense qu'elle a son mérite. On ne sait pas si l'impact sera mesurable, immédiat et s'il fera du sens, mais en tout cas, ne rien faire, voilà, c'est un choix et c'est à chacun de se positionner par rapport à ce choix. Même petit, est-ce qu'on a le droit de ne rien faire? Voilà. Est-ce que je ne sais pas si j'ai d'autres... Je ne sais plus si la troisième question, j'ai répondu. On a encore le temps pour une question. On pourrait toujours poser des questions juste après, Angela, si nécessaire. Et puis, merci encore beaucoup d'être venu à cette conférence et d'avoir répondu de façon très transparente et engagée à toutes nos questions. Merci encore. Bonne soirée. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette journée. On a commencé avec une présentation, la vision de l'État de Genève, une vision qui est transversale, qui ne concerne pas seulement la finance. On a eu ensuite des présentations sur les stratégies ESG de différents représentants de l'industrie. Vous avez des présentations de gérants, des présentations de projets d'investissement dans le domaine ESG, et puis vous avez eu l'avis d'experts, de consultants. On voit ici que c'est un problème qui est complexe et qui est multidimensionnel, c'est une matrice qu'on doit résoudre. Il faut l'adresser dans toutes les classes d'actifs à travers les différentes formes que sont l'impact, l'engagement et l'exclusion ou le filtre ESG. C'est un effort qui doit être collectif et je pense que seul on n'y arrive pas. Et donc ceci concerne non seulement les investisseurs, les investissements, mais aussi
ceux qui sont au bout de la chaîne, les consommateurs, etc. Je pense qu'on a une équation extrêmement complexe en tant qu'investisseur institutionnel à résoudre. On doit délivrer un rendement, un objectif de rendement, on doit avoir des portefeuilles diversifiés dans un cadre de risque prédéfini, on doit avoir des coûts qui sont les plus faibles possibles, on doit intégrer des critères ESG qui deviennent de plus en plus contraignants. Mais je pense que cette équation qui est complexe, il faut répondre aux défis et donc relever ce défi-là. Donc, je voulais vous dire que toutes les présentations vous seront envoyées avec un lien, y compris les présentations vidéo. J'aimerais aussi vous dire que la prochaine conférence aura lieu le 5 mai 2020, donc mettez-la déjà dans vos agendas. Nous cherchons des volontaires pour l'organisation de l'édition de l'année prochaine. Et puis, il y a un apéritif qui vous attend à la sortie. Et je crois que je vous ai tout dit. Voilà, vous avez juste un questionnaire qui vous sera distribué pour avoir un retour sur la conférence. Je donne la parole à M. Chris Dreyer, qui est le CEO du CFA Society Switzerland. Exactement. Merci beaucoup, Grégoire. Et il ne me reste que le doux deuil de dire merci beaucoup. Merci beaucoup pour deux groupes de gens et des organisations. La première groupe, certainement, est les bénévoles, parce que toutes nos conférences sont organisées par des bénévoles. Et hier soir, on a eu un dîner qui prend ensemble tous les contributeurs de cet événement, et on a discuté comment c'est une expérience assez intense. Alors, organiser une conférence qui dure tout le jour et effectivement une expérience assez intense comme vous pouvez découvrir si vous parlez avec un des bénévoles. Et j'aimerais bien que tous les bénévoles que je vais appeler se lèvent, s'il vous plaît. Et c'est Adrien Veillard, Christian von Roten, Grégoire Henny, Maxime Korbas, Pablo Amojastegui, Pierre Petit, Reinhard Zimmermann et Ulrike Kaiser-Zimmermann. Pardon, Ulrike Kaiser, pardon, c'était fausse. Et un grand applaudissement. Pour tous les bénévoles, merci beaucoup. Et aussi merci beaucoup à Mirjana Voital. Mirjana travaille pour CFA Society Switzerland. Elle est la dompteuse des lions. Elle était la coordinatrice, le project manager de toute notre conférence aussi. Merci. Et finalement, aussi, merci beaucoup aux sponsors de nos événements, de notre conférence. C'était Robeco, JP Morgan et HSBC. Merci beaucoup de faire possible cet événement et j'espère qu'elle vous a plu, cette conférence, et qu'on vous revoit l'année prochaine, le 5 mai 2020. Correct? OK. Merci beaucoup. Bonne soirée.